Hop là, troisième partie, on est avec Aline, on est sur le pas de tir, on regarde des vidéos croustillantes. Ouais. Et là, on en est à l'intégration du lanceur. Alors, en fait, on va commencer là à parler d'une des étapes qui va nous intéresser beaucoup, qui est la prochaine étape, qui est les essais combinés. Alors, on travaille tous pour ça en ce moment. C'est donc les éléments du lanceur qui vont être envoyés à Kourou, où il y a des opérateurs qui vont procéder à l'assemblage Mm. de ces modules. Et donc du coup, je voulais vous montrer, la vidéo numéro 4. Alors je m'épose parce que j'ai lancé la vidéo numéro 4 et je suis face à un gros camion ESA. Est-ce qu'on va vraiment avoir un gros camion ESA comme ça? Oui. Oh là là, j'ai trop classe, j'ai trop la hâte de voir un gros camion ESA comme ça. C'est ouf, il y a combien de roues là? 1, 2, 3, 4, 5. C'est pour, donc normalement, si je me souviens bien, c'est les containers, qui arrivent avec les modules. Donc oui, vous allez les Oh avoir. là là, trop stylé. Et là donc, donc la fusée est à l'intérieur, enfin un des étages. Ah non, Mmh. c'est plusieurs sections en fait. L'étage principal est découpé en combien de sections? Voilà, donc tu as la partie, supérieure et la partie inférieure, on va dire comme ça. Donc tu as la partie, donc inférieure avec, le Vulcain, donc tu vas reconnaître en fait, le morceau, qui est plutôt près de la porte, qui est Hmm. avec, le Vulcain. Toutes les sections voyagent ensemble? Pas forcément. En fait, tu vas avoir des morceaux qui vont faut imaginer qu'en fait, différentes parties vont être envoyées, une fois qu'elles auront fait, leur recette équipement en Europe, et l'intégration, elle se fait à Kourou. Mais c'est D'accord. des étages qu'on reçoit à Kourou, donc dans tous les cas, tu auras, des modules qui arrivent dans cet état avec cette conception-là, à Kourou. Oh, c'est ouf. Et là, on voit donc le second étage et le premier étage ont été assemblés dans le bâtiment. Et maintenant, il y Mmh. a deux petits chariots qui semblent être automatiques qui roulent vers le pas de tir. Ouais, c'est ça, et donc qui transfère ce corps central donc, sur le pas de tir, Oh, c'est la classe. voilà, pour le verticaliser. Trop classe. Alors, comment il s'appelle ce gros bâtiment d'assemblage? On va l'appeler Oui. le BAF aussi ou pas? Non, on l'appelle nous le mobile gantry, donc c'est le portique mobile. Alors D'accord. il est mobile, hein, il recule, pour pouvoir laisser place au lanceur une fois finalisé, Hmm. sur son pas de tir, pour le décollage. Donc c'est ça aussi, vous allez voir, je vais vous montrer après, c'est assez impressionnant. Bah, vous l'avez vu un petit peu, sur la vidéo précédente. En fait, le portique mobile, il bougeait à certains moments, sur la vidéo, il n'était pas au même endroit. Ouais, C'est parce qu'il a fait exact. ses essais, de qualification pour avancer et reculer. Ouais, tout à fait. Et donc là, en gros, l'emplacement sur lequel le lanceur est fixé Mmh. et sur lequel là on voit les boosters viennent se fixer aussi. Maintenant, la charge utile qui arrive, là, le lanceur, il est sur la position exacte de laquelle il va décoller. Exactement, C'est le et c'est bâtiment qui va se déplacer. ouais, c'est ça, c'est le portique qui va se déplacer une fois qu'on aura fini toutes les intégrations, mécaniques, électriques et fluides, donc des interfaces mécaniques, électriques et fluides. C'est mieux Sur que les mon appartement, comme dit Science Skull, c'est vrai. Moi, c'est mon Ouais, il y a appartement plein qui de descend. plateformes, voilà, il y a plein de vérifications à faire, il y a plein, Incroyable. par centaines à faire. Et hop, Et décollage. Mais alors, attends, le bâtiment, le mobile gantry, parce que je prends un peu le vocabulaire de travail quand même, le mobile gantry, il a pas l'air de s'éloigner très loin. Est-ce que c'est pas non, risqué? alors, non, c'est représentatif du meilleur compromis vis-à-vis de la zone d'effet, du lanceur en cas de problème. Donc il est, je crois qu'il est à 130 mètres, c'est quelque chose comme ça, c'est pas très, très loin, mais c'est là où il doit être. D'accord. Mmh. Ok. Mais ça représente quand même un risque important. Si jamais il y a une explosion sur pas de tir, il y aurait ce bâtiment-là qui pourrait être endommagé, non? Ou justement Alors les s'il y 130 avait mètres permettent.
Oui, alors s'il y avait une explosion sur le Pâtir, il n'y aurait pas que ce bâtiment-là qui serait concerné. Une explosion sur le Pâtir d'un lanceur rempli prêt au décollage, ça ratisse, le Pâtir. Ouais, ouais, ouais. On Mais ce que sera je veux dire, c'est que tant qu'à avoir un bâtiment qui puisse bouger, pourquoi ne pas le mettre en zone sécurisée? Parce que c'est pas donc déjà, en fait, c'est un système de rails sur lequel il est fait. Il faut le mettre sur une, faut imaginer que la plateforme sur laquelle il a été fait est une plateforme qui a été pensée vraiment pour, tenir, plus de 4 000 tonnes, Ah, cet édifice. Donc c'est quelque chose de gigantesque le bâtiment et lui-même, sans la fusée, pèse 4000 tonnes? ouais Ah, et ah oui, ça fait une ensuite, grosse voiture là, hein. D'accord. en fait, faut trouver, aussi l'emplacement, faire les dalles qui vont bien, se Ah, préoccuper du sol. C'est des choses comme ça et puis, en fait, c'était le compromis, le plus raisonnable, hmm. par rapport à ce qu'on veut faire aussi, être capable de le ramener. Si par exemple, je te prends un cas de panne où tu as une anomalie, quelle qu'elle soit et tu as besoin d'investiguer cette anomalie alors que ton lanceur est sur son pas de tir, tu vas vouloir ramener le mobile gantry pour, justement reconnecter, investiguer puisque sinon tu ne peux pas faire monter les opérateurs nulle part. Hmm. Donc tu vas vidanger ton lanceur et puis tu vas ramener le mobile gantry. S'il est Mhm. à 5 kilomètres, il va pas être ramené dans les temps. Et l'intérêt, Donc c'est que du coup, tu peux réopérer, trouver le problème si jamais il y a problème sur le lanceur et problème sur satellite. Tu peux réopérer directement depuis l'emplacement. mmh C'est pratique. Tu gagnes en et temps oui. de transport. Ouais, tu gagnes énormément, en fait. Tu gagnes, un bâtiment puisque du coup, tu n'as plus, un bâtiment d'intégration avec, un pas de tir sur lequel, ben, tu es obligé de garder un certain nombre de moyens pour pouvoir investiguer en cas d'anomalie. Là, tu peux tout faire avec le même bâtiment, Hmm. Exact. sans bouger le lanceur qui est sur son pas de tir déjà. Trop bien. C'est ouf. Mmh. Du coup, t'as moins besoin de bâtiments, t'as moins besoin d'infrastructures au global, quoi. Exact et puis, imagine le challenge technologique de faire un bâtiment roulant. Comme ça, c'était aussi super intéressant, pour les équipes de la base de lancement d'avoir un challenge pareil à relever. À l'intérieur, il y a tous les ponts roulants, Ouais. c'est une architecture complète en elle-même et Hmm. complètement, j'ai envie de dire, qui est, un tout en soi. Ouais, bien Donc, sûr, ouais. à l'intérieur, tu peux déployer, toutes tes plateformes, faire glisser, tes ponts, utiliser des palonniers, tu as tout plein de choses à l'intérieur, donc c'est hyper modulaire et du coup, c'était un challenge qui a été relevé avec grandiose, hein. C'est quand même un et puis, quand vous aurez la chance d'y aller, on va voir des photos après, c'est Maus, c'est sympa, très, très sympa. Bah, on va y aller maintenant, je pense. On va déjà voir ça tout de Allez! suite. Mmh. Alors, euh, Là, j'avais envie de vous montrer, ben, à partir des vidéos, 5 et plus. ouais, alors, vidéo 5. Parti. Alors je me disais, est-ce que ça te dérange pas si du coup, moi je vais sortir de là, comme ça je vais aller voir les vidéos en même temps et je vais les commenter. Ah, mais vas-y, parce que de toute façon, ton écran, je Là, tu l'affiche as pas le plus. temps de le Je l'affiche voir. pas. Non, non. OK, parfait. Je vais prendre juste 30 secondes, comme ça je vais vous montrer les petites vidéos en même temps. Ah, pourquoi ça marche pas? Attendez, attendez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon VLC n'est plus capté? Qu'est-ce que c'est bazar? Voilà. Impeccable. Alors là, pause. Pause parce que là, je veux les explications d'Aline là-dessus. Bah oui, Là, j'arrive. là, c'est important. On attend. Qu'est-ce que vous dites sur le chat? On nous parle le coût du pas de tir. Nicolas nous demande. Il avait l'impression que le CNES avait déjà mis 1 milliard d'euros sur la table. Je crois que c'est ça, hein. Je sais plus. Je me rappelle plus. Alors je pourrais pas te dire les chiffres exacts.
honnêtement. Tu veux pas nous sortir les factures, Aline? Non, non, et puis la répartition des frais et tout ça, non, in fine, c'est là pour le coup, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, là, ce que je voulais dire, c'est que les vidéos que tu m'as partagées, là, les vidéos 5 et plus, c'est des Oui, vidéos qui sont inédites? yes. Alors j'avais envie de vous montrer en fait un peu le backstage de ce qui se passe à Kourou en ce moment. C'est su- Ça date de vendredi dernier, donc on y est. Et j'ai besoin qu'on partage tout ça ensemble. Donc, ce qui se passe sur cette première vidéo, je vous Attends, montre un peu. je peux juste mettre pause parce que j'ai envie de faire quelque chose que j'ai voulu faire depuis très très longtemps. Vas-y. World Premiere. C'est parti. Vas-y, tu peux y aller. C'est bon. D'accord. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous avez on a une maquette du lanceur qui fait 38 tonnes, si je me souviens bien, qui est en 5 tronçons et qui a été en fait fabriqué dans le but de pouvoir qualifier tous les outillages du sol. Donc, donc là, on a un système de transport donc, qui est donc, avec un berceau qui est repris au niveau de l'interface de la maquette du corps central au niveau de ce qu'on appelle les tourillons, qui reprennent tous les efforts. Donc, en termes de dimensionnement mécanique, c'est un sacré truc. Et puis, en plus, vous verrez, ça bouge selon la roture. Incroyable. Là, voilà, et là, ce qu'on veut faire, donc on sort du bâtiment d'assemblage à l'horizontale, donc on va sortir tout ce tronçon et on va aller l'emmener jusqu'en zone de lancement. Vous voyez en fait une partie à l'avant avec le berceau et la première partie du système de transport qu'on appelle le dolly. Et vous voyez qu'il y a un fil qui court un peu à l'arrière de ce truc-là. Ouais. Et on va Attends. passer sur la deuxième vidéo. Je vais vous montrer où est-ce qu'il va. J'ai une question là. Attends. C'est moi où j'ai bien vu ou le truc ne tient que. Alors, j'ai pas vu de deuxième petit chariot à l'arrière. Ou alors je vois pas tout. Tu ne vois pas tout. Ah. Parce que là, je me disais, le truc est costaud, quoi, pour tenir ça. Yes. D'accord. Mais tu as un corps central de 70 mètres. Voilà, Donc, c'est ça. tu as une partie qui est encore à l'intérieur. Deuxième vidéo. Ouais, c'est la numéro 6. Alors, t'as un peu de délai, alors je reviens. Tu me dis quand tu l'as démarré comme ça, je suis au passage quand est-ce que toi tu démarres. Bah, je la démarre là, c'est parti. OK. Donc là, vous voyez l'arrière. Donc c'est évidemment le deuxième, le deuxième dolly qui est à l'arrière. En fait, ce que vous voyez au sol aussi, vous voyez les bandes blanches? Ce sont des bandes magnétiques, hein, de guidage. Ah, mais tu veux dire les tout petits traits blancs là? Les tout petits traits sur lesquels sont alignés les roues Attendez, sont ouais. des bandes magnétiques de guidage. D'accord. Donc, il faut imaginer que la route, elle a été vraiment conçue de façon à avoir une inclinaison qui est égale à 0. Donc, une route parfaite, d'accord, plane, Mhm. sans inclinaison, vraiment qui ne génère aucun effort vis-à-vis de la reprise des charges au niveau des tourillons dont on parlait. Ouais. Et on a installé des bandes magnétiques de façon à pouvoir avoir quelque chose de super fluide pendant le transfert et aucune latéralité entre le dolly avant et le dolly arrière. Ce Donc, que t'appelles le dolly, c'est le chariot, hein. donc c'est le chariot blanc avec son berceau qui a une reprise d'effort au niveau des tourillons sur la maquette du corps central. Donc il y en a deux. Et elles ont un système de synchronisation au milieu. Donc c'est en fait finalement l'interface qui joint l'avant et l'arrière des deux dolly, donc de façon en fait à avoir une synchronisation puisque là on a géré la latéralité. Maintenant ce qu'on veut gérer c'est les efforts sur l'horizontalité, si je puis dire, sur la partie radiale. Ouais. Là, ce qu'on veut éviter, c'est qu'il y a un problème de synchronisation qui fait que, par exemple, l'avant
tombe en panne, arrête d'avancer et l'arrière continue à le pousser ou Ah ouais? inversement. Parce D'accord. que ça générait, des efforts, et de la fatigue, en fait, sur la structure du corps D'accord. central et ça, on veut pas. OK. Ah ouais, c'est fou ça. Ouais, bien sûr. Et j'avais une question, Aline. Ils sont alimentés avec des batteries? Ouais, tout à fait. Oh là là, c'est puissant. Ouais, OK. Et alors, voilà. on nous dit c'est une maquette, mais je tiens à préciser quand même hein, que là, on parle d'une maquette taille réelle, poids réel. C'est le vrai poids d'une Ariane 6, vide, hein, bien sûr. Ouais, c'est ça, c'est représentatif, en fait, en masse, en inertie, en reprise d'effort et en fait, les anneaux extérieurs sont du diamètre du lanceur. Ouais, ok. Voilà. Comme ça, vous avez l'ensemble, donc c'est bien pour ça que les l'endroit où s'interface, le dolly avec la maquette, c'est bien cette interface-là qu'on souhaite valider Hmm, et ça sera oui, la même sur, la véritable structure, du corps central. ok. Voilà. Je vais lancer la vidéo 7 du coup. Yes Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on arrive au portique mobile? et oui! Donc là, il est temps, de verticaliser. Donc là, ce que vous Je, voyez, je lance. Là, c'est. Ah, je sais pas si t'es prête. donne-moi une seconde. Ouais, vas-y. Voilà, c'est tout bon, on C'est peut y parti. aller. Donc là, en fait, on a commencé la verticalisation, donc on a sorti l'avant du corps central de son dolly et vous voyez en haut, en jaune, il y a un palonnier qui en fait est suspendu à un pont roulant. Donc Ouais. le pont roulant, c'est la partie jaune tout en haut, le palonnier, c'est la partie jaune en dessous qui est accrochée, avec des élingues au corps central. Et c'est grâce à ça qu'on verticalise le corps central, sachant que l'arrière est toujours dans son dolly et est incliné de plus en plus, donc sur sa base roulante, et avance avec une inclinaison qui a été calculée step by step, de façon à jamais dépasser évidemment l'inclinaison qui pourrait générer des efforts trop importants sur la structure et donc mettre en péril l'intégrité du corps central. Mhm. Évidemment, ça, vous imaginez bien que dans la conception de cette phase un peu critique de verticalisation, ça a été pensé de façon à ne pas pouvoir générer de casse ou de fatigue, de crack, j'avais envie de dire, sur la structure. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose qui a besoin d'être testé, validé, qualifié. Et donc là, c'est cette phase d'intégration avec ce séquentiel pas à pas qui est validé ici grâce à ces outillages et à cette maquette. Et on avait une question par rapport au petit chariot. Bon, c'était peut-être la vidéo d'avant, mais là, je suis aussi intéressé pour cette vidéo-là. À quelle vitesse ils vont? Ils vont pas très vite, ils vont entre, je crois, 3 et 5 km/h. C'est à D'accord. peu près, la moyenne, et en fait, il faut voir que là, on avait, moins d'1 kilomètre, à parcourir entre le bâtiment précédent et la zone de lancement. Ouais. Donc dans tous les cas, ça va très vite puisqu'en moins d'une demi-heure, il est rendu. Hmm. Ah, mais Donc c'est. Ouais. Avec voilà, donc Ariane 5, c'est beaucoup plus long, non? et oui, ben, c'est là qu'en fait, en se penchant vraiment sur la mise en œuvre, les outillages qui ont été développés, vous vous rendez compte, de certaines optimisations, quoi. En fait, c'est un peu comme si on faisait les choses au goût du jour. Voilà, tout simplement. Si on repense les choses avec la technologie qu'on sait faire aujourd'hui, on sait simplifier, on sait optimiser, et voilà et c'est ce qu'on fait ici. Trop bien. Trop classe. Ok. Eh ben, Merci. écoute, vidéo suivante. Parce que la verticalisation n'est pas finie, je vais vous montrer ça. Voilà, donc là on a la verticalisation qui est quasiment complète. On va voir, Là, ça bouge à peine, là.
Voilà, là, on est vraiment dans la recherche de l'étape finale de verticalisation. On va arrêter d'avancer, le dolly arrière et on va mettre le corps central, en position vraiment pile poil verticale. Donc là, il y a des opérateurs qui viennent vérifier la verticalité et en fait, c'est une approche finale qui se fait à très petite vitesse. Parce que faut voir aussi qu'on est obligé d'appliquer une pente de décélération de façon à ce que quand il s'arrête de façon, voilà, très, très légère, sans aucun à-coup. Donc objectif atteint, quoi. Là, ça marche. C'est Donc la très. pente, elle est calculée et parfaitement remplie et donc Et la vidéo qu'on voit là, c'est le seul et premier essai que vous avez fait pour cette verticalisation avec la maquette? c'est pas la première, mais avec les problèmes qu'on a eus pour le confinement et tout ça, on n'avait pas pu tout tester, en essai, mécanique, d'intégration avec la maquette et il restait des objectifs d'essai qui n'étaient pas encore faits et donc c'est pour ça aussi qu'on est très content, d'avoir repris les activités et d'avoir, ben, les collègues justement qui nous tiennent informés maintenant, de l'avancée, des phases de qualification des moyens sols. Ok. Exsanguination qui nous demande quelle est la masse du premier étage. Donc je suppose du coup la masse de cette maquette également. Ouais, donc c'est la masse de la maquette ici, je crois que c'est 38 tonnes celle-ci. Je sais 38 plus tonnes. si Ok. ouais, ouais, je crois que c'est ça. Et Jex nous demande quelle est la société qui travaille sur les chariots. Oui, c'est, APCO. APCO. Ouais, APCO, tu peux le voir en fait donc sur le dolly, Ah oui, on l'a vu sur le voilà, dolly, oui. c'est marqué sur le côté. Tout en haut Voilà, là. c'est APCO. Ok. Voilà. Une boîte suisse, nous dit Kofi. Ok. Il a dit quoi? Une boîte suisse. Oui, une boîte suisse, tout à fait, oui. Alors, vidéo Il a dit 9. ça, hein. Yes, je voulais vous montrer à présent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tu me dis quand tu l'envoies. Euh, Hop, je reviens au début et je l'envoie. OK. Et bien là, je voulais vous montrer un petit peu, donc ce qu'on fait une fois qu'on a verticalisé. Donc, bon, ce qu'on est en train de faire ici, c'est fermer les portes. Donc il y a 2 types de portes. Ici, ce que vous voyez, en fait, c'est le donc on commence à le voir bien, c'est le système de roulage. Sur le côté, il faut imaginer qu'il y a le système de roulage, sur rail. Quand la caméra était vers la gauche, là, ça montrait ça, c'est ça? Ouais, c'est ça et vous Ok. allez le revoir J'y juste reviendrai après, après. elle va faire le tour. Je voulais vous montrer un peu les plateformes, l'intérieur de ce Oh portique, là là, c'est ouf. donc c'est là que vous voyez en fait qu'il y a vraiment des plateformes qui se déploient une fois, que le lanceur est à l'intérieur pour pouvoir l'atteindre. Puisque là sinon vous voyez qu'on est trop loin pour pouvoir, opérer à proximité. Et là vous voyez Ouais. vraiment, le Là, les système rails. Ouais. où voilà les rails qui sont positionnés, Oh là 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 sont là là là, positionnés. c'est fou! C'est trop bien. C'est toi qui as tourné cette vidéo? Ah, c'est un de mes collègues qui l'a tourné, vendredi dernier pour vous, parce que j'étais, évidemment pas à Kourou vendredi dernier et je Oh. voulais vous proposer des choses fraîches. World Premiere. Je vous l'avais dit, c'est un Voilà, truc de fou. Trop bien. Merci donc beaucoup, Aline. C'est un truc de fou. c'est évidemment, génial que vous puissiez, voir tout ça. Après tout, c'est hyper important aussi, pour nous. Trop bien. Et alors, les boosters, là, les P120, c'est des maquettes, là aussi? Oui, je voulais vous en parler. Donc, ce qu'on voit ici, c'est évidemment, 2 maquettes, de boosters, donc voilà sur des supports, qui font, 165 tonnes. Donc pareil, ils sont représentatifs, enfin en tout cas, là l'idée, avec les interfaces, des boosters qui sont représentatives, pareil échelle 1 et cetera.
Et donc là, ils sont déjà, sur le pas de tir, en fait, simplement pour regarder un petit peu, le volume et l'espace que ça laisse. Et du coup, quel est l'impact sur les opérations du premier étage quand les boosters sont déjà là, en gros? Ouais, alors en fait, in fine, pour l'instant, ce qui est prévu, c'est de ne pas avoir, on ne peut pas avoir la pyro, en présence du corps central au moment où on veut le verticaliser. Hein, Donc ce hein. qu'on fera, c'est qu'on ramènera en réalité, on ramènera les boosters par la suite. On fera d'abord la verticalisation D'accord. et ensuite on ramènera les boosters, comme ça on aura moins de risques puisque la verticalisation sera terminée et donc comme je vous disais que le risque principal, c'est d'avoir un problème d'intégrité de structure du corps central durant sa verticalisation et puis par la suite, on va voir aussi, il y a d'autres risques sur les vidéos d'après. Du coup, ce qu'on va vouloir vérifier dans la première partie de la vie, du lanceur, c'est que tout ça, ça se passe, de façon optimale et on ne veut pas, la pyro, pendant ce temps. Donc en réalité, vous n'aurez pas, les boosters à ce moment-là sur le pas de tir, donc sur la table. Très bien. Mais pour vous montrer, la suite La suite. la Oui, suite, incroyable. Let's go. voilà. Parce Ok. que là, ce qu'on commence à faire, donc imaginons, on a fini de fermer les portes. Ce qu'on commence à faire maintenant, c'est soulever le corps central. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir venir l'installer à sa place. Pourquoi on a besoin de le soulever? Il est pas assez haut? Il est très haut. Mais ce Mais que tu veux ici, c'est le soulever et le faire, on va le voir un petit peu plus après. On va le voir même sur la vidéo d'après. Tu veux le faire passer à une hauteur qui est au-dessus, des boosters. Pour éviter en fait, on le soulève, on le translate et on le rebaisse. Ce alors, qu'on interdit en fait, avec un donc il faut imaginer le pont qui est en haut, donc qui est un pont roulant. ouais. Le pont, on lui interdit d'avoir 2 mouvements à la fois. Ok. Donc pour pouvoir venir positionner le corps central à sa place, on va d'abord faire, un mouvement de verticalité, donc là où on ne va autoriser que le mouvement vertical. Ensuite, on va le translater, aucun mouvement vertical et après on va le redescendre et le mettre à sa place. Donc ce qu'on veut dans un premier temps, c'est sécuriser la verticalisation. On ne le veut pas trop près, de la table parce que justement on verticalise et qu'on ne voudrait pas venir endommager la table s'il y avait le moins de problèmes, d'intégrité de la structure. Ok. Donc c'est pour ça qu'on reste à une certaine distance, mais qui est quand même pas trop loin, mais qui est juste liée à la zone d'effet du corps central en lui-même. Donc Ok. on va travailler sur cette zone d'effet et c'est là que je te disais, ben, quand on fait des analyses de zone, qu'on regarde à introduire les 4 pannes et ben, on va faire en sorte que, s'il y a le moindre problème sur le corps central, on n'endommage pas la table qui est à côté. Donc Ouais. l'idée, c'est d'essayer quand même de garder une certaine cohérence pour pas, endommager tout en même temps sur un simple cas de panne. Donc on va limiter les dommages en restant à une certaine distance. Mais après, par contre, ce qu'on va vouloir tout de suite après, c'est le mettre en position finale. Donc on dérisque en le faisant d'abord verticaliser tout seul et après, donc si on passe sur la vidéo, 11 par exemple. Mais j'avais une question sur cette opération parce que tu disais juste avant, Ouais, on va faire venir les boosters après. Donc, oui. est-ce qu'il y a vraiment besoin de le faire passer au-dessus? En fait, effectivement, tu vas voir sur la vidéo d'après, ce qu'on veut faire, c'est qualifier le process. Donc, on va vérifier qu'on sait le faire. Dans tous les cas, il faut qu'on soulève, qu'on translate et qu'on redescende. Donc, ce qu'on va faire, c'est se donner une hauteur qui est D'accord. compatible si on avait sur le pas de tir les ESR les ESR, pardon, les boosters, on va imaginer en fait une mise en œuvre qui est compatible de tous les cas opérationnels qu'on Je vois. aimerait traiter. D'accord, ok.
Même si Voilà, c'est pas forcément les cas qui sont privilégiés pour le moment, on voilà. préfère être en capacité de le faire si jamais on est amené à devoir le faire. Exact et puis imagine que, ton corps central est installé, donc que tu as déjà fini, en fait, cette opération. Si tu veux, tu peux passer sans problème la vidéo, 11 en même temps. Ouais, ce que je Donc on fais. peut imaginer que pendant cette opération, si, imagine tu as fini cette opération, tu l'as translatée et tu l'as posée sur la table. Imagine qu'en Europe, on nous appelle et qu'on dise: «Ah ben tiens, il y a une anomalie sur un des équipements du corps central, il faut le démonter». Retour, retour au bâtiment d'assemblage, illico presto, on continue pas l'intégration avec les boosters. Dans ce cas-là, ce que tu vas te dire, c'est: «OK, donc il faut que je fasse une opération réversible, mais peut-être que tu avais déjà amené tes boosters». Donc ce que tu vas vouloir faire à ce moment-là, Ah, c'est mais vraiment oui. qualifier tes opérations dégradées parce qu'il se Ah. pourrait très bien que tu aies besoin de refaire le mouvement de verticalité pour remonter, le retranslater et le redescendre et puis Hmm. ensuite refaire la Oui, déverticalisation. je vois, d'accord, je Voilà, comprends. donc tout ce qu'on peut prendre pour entraîner les gens, on parlait tout à l'heure un petit peu de comment éviter l'erreur humaine. Ouais. Tout ce qu'on peut faire pour entraîner, vérifier les opérations, les procédures, entraîner les gens, Hmm. on le Et surtout, on pense à tous les cas de figure. Voilà. on pense à tous les cas de figure. Une question dans le chat de Kira Cole qui nous demande est-ce que tout est automatisé ou est-ce qu'il y a toujours une main humaine vis-à-vis de la procédure des opérations? Il y a des choses q il y a un peu des 2. D'accord. Il y a un peu des 2. Il y a des opérations qui sont faites à distance, qui sont commandées à distance, quand c'est un peu critique et puis, comme les remplissages des ergols, par exemple et puis, la verticalisation, là, on a besoin d'avoir un minimum de personnes présentes sur, place pour vérifier que ça se passe bien. Oui, d'accord. Voilà, donc ça dépend. On pourrait aussi imaginer, en fonction, de la présence pyro, par exemple, dans les étapes, d'après, il y aura des contraintes opérationnelles qui fera que, on se débrouillera pour avoir le moins de personnes possible, en tout cas, aucunement dans les zones d'effet, des boosters et on regardera, comment, on peut faire un maximum d'opérations avec le strict nécessaire en termes d'opérateurs. On va vraiment pas chercher à avoir systématiquement des opérateurs. Donc ça dépend. D'accord. Vraiment, chaque opération est analysée avec sa propre analyse de risque et on Mhm. regarde ensuite, si c'est gérable ou pas, en fonction du risque encouru. Et là, en l'occurrence, cette opération de manipulation du premier étage à la verticale, genre la translation verticale puis la translation horizontale, est-ce que c'est fait manuellement? Alors, elle se fait, ben, comme tu le vois, c'est au pont, mais par contre, le pont qui est, donc géré depuis une console, Ouais, et puis, avec des gens qui, quand même, qui regardent si ça se passe bien. Donc c'est pas semi-automatique. vraiment automatisé ou comme si tu avais tout qui est déporté, à distance, si Oui, tu oui, veux. oui, oui. Il y a des Mais, bah, contrôles. tu as un contrôle, en fait, tu un Hmm. contrôle fin pour vérifier qu'en fait, tu n'as pas de divergence, dans le mécanisme de verticalisation. Hmm. Donc il y a Ok. des choses qui pourront être aussi optimisées par la suite avec plus de process à distance et cetera. Mais là, je pense qu'on est aussi en train de qualifier, donc on a besoin de dérisquer un certain nombre de choses. Mais, plus on peut automatiser et plus on le fait, en fait. Hmm. Ok, très bien. C'est pensé comme ça. Voi Je suis en train de regarder la vidéo 12. Hop. Là, on le voit yes! descendre petit à petit. C'est très lent, hein. Oh. Voilà et donc ça, c'est la vraie procédure, donc il faut imaginer que ça sera le vrai corps central. Effectivement, on va le descendre, c'est une Ah, étape pardon. vraiment critique. Faut imaginer que tu veux pas, c'est qu'il commence à balloter Ok, ouais. Il faut vraiment que et tu sois pile, pile, pile au bon endroit. ouais,
il faut que tu sois pile au bon endroit et il faut que tu lui laisses le temps qu'il est nécessaire pour justement, heu, entre, les efforts qui sont, finalement repris au niveau du portique mobile et qui se transfèrent dans les structures module par module jusqu'au bas, du divergent du moteur. Faut imaginer que, une petite inclinaison, de 1 ou 2 degrés, en haut, ça pourrait être directement, 10 degrés en bas, Ouais. et 10 degrés tu touches après, tes boosters. Mm. Donc là, l'idée en fait, c'est aussi de se dire: «Bon ben, est-ce que quand les boosters sont positionnés là, est-ce qu'on a suffisamment de marge? Est-ce que c'est le bon positionnement? Est-ce que ça suffit?» Donc ça a été analysé, simulé et donc là évidemment on n'est pas très inquiet parce qu'on ne fait que vérifier qu'on a mis suffisamment de marge de sécurité dans le dimensionnement qu'on a pris. Mais malgré tout, ça reste une phase critique sur laquelle, on cherche quand même à vérifier si la théorie était bonne. Donc il y a besoin de laisser le temps que cette opération se fasse, lentement. Ouais, je comprends, je comprends. Et du coup, tu as une idée du temps qui va s'écouler pour faire cette Heu, opération-là? je crois que la verticalisation, c'est de l'ordre de, 45 minutes, si je me souviens bien et je pense que, cette phase-là, c'est un petit peu moins, mais c'est quelque chose qui est en dizaines de minutes, tu vois? Ah ouais? Ah, c'est pas Voilà. si long en fait. Non, c'est pas si long que ça. En fait, finalement, ça va assez vite et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, si ça diverge, ça peut diverger très vite et sur un bâtiment qui fait 90 mètres de haut avec, une structure gigantesque et Mm. un lanceur, de 5,4 mètres de diamètre, qui fait 70 mètres de haut, un petit problème tout en haut, peut devenir un très gros problème, tout en bas donc Ouais, bien sûr. non, même 30 minutes, ça serait pas complètement déconnant, tu vois, sur ce type d'opération-là. Et C'est pas si facile. une bonne question de Nicolas. La porte a l'air ouverte vu la lumière. Est-ce qu'il y a des contraintes concernant le vent ou les courants d'air? Très bonne question, oui et les opérations se feront, porte fermée. Donc là, en fait, on a, donc Ok. la fermeture des portes, basses, pour cette opération-là et en réalité, effectivement, on fermera également les portes d'en haut. Pour faire cette partie-là, bon là, ils avaient un vent, qui était, vraiment, très faible, voire nul, donc ils l'ont pas fait. Mais effectivement, en réalité, dans la procédure opérationnelle, on fermera parce que ce qu'on veut éviter, c'est le phénomène tourbillonnaire qui Mm. évidemment dans cette phase-là, Critique, cette ouais. très bonne remarque s'applique. On ne veut pas, cumuler, des éventuelles, bourrasques ou problématiques, on va dire, d'inclinaison du portique mobile avec, Mm. des sortes de vents, qui tourbillonneraient, à l'intérieur, puisqu'ils s'engouffreraient, dans le portique mobile et effectivement pourraient générer des effets de tourbillon. Ah, c'est fou. On pense à tout. On pense à tout. C'est un truc de fou. Ouais, Trop bien. c'est vrai que, ça a été pris en compte, tout à fait. Hop, je continue avec la vidéo Bah oui, 13. C'est un peu la suite logique. c'est Ok. ça. Donc on descend en fait, donc petit à petit et je voulais vous montrer, on commence à voir, en bas, des petites pièces roses que je voulais vous montrer. On voit des petits humains déjà. Des Et petits humains, donc ils sont là pour, quelque chose et donc là, on est bien descendu. Je vais vous montrer en fait sur, celle d'après directement pourquoi ils sont là. hop, je En suis fait, déjà sur leur celle job d'après, ouais. voilà, sur celle d'après qui est la 14, excuse-moi. Donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est qu'on arrive, on finalise et donc ce qu'ils sont en train de faire, c'est, de vérifier le positionnement avec les petites pièces roses dont je vous parlais, qui sont ce qu'on appelle des chandelles. C'est ces pièces, qui vont reprendre les efforts du corps central
et sur lesquels en fait, on va venir poser le corps central sur la table, à l'aide des chandelles, sur ces interfaces-là, en position intermédiaire puisque in fine, le corps central, il va être, comment je veux dire? Posé sur l'interface qui est en haut, du booster, enfin qui est en haut et en bas du booster donc là pour l'instant c'est plutôt, la partie basse qui nous intéresse et qui n'est pas présentée ici. Mais quand on va vouloir faire l'intégration avec les boosters, du coup on va soulever le corps central et on va le poser sur ces interfaces, comme des crochets au niveau des boosters Pourquoi est-ce et qu'on peut pas donc attacher les boosters une fois sur la position finale, sur les supports finaux? ouais, en fait, là, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est on s'est dit la le plus sécurisé qu'on puisse faire, c'est d'abord déposer le corps central en son milieu et gérer tous les cas de panne qui peuvent intervenir dus à, l'inclinaison, enfin, à la prise d'incidence possible, au niveau du portique mobile. Donc on s'est laissé une sorte de distance de sécurité, pour, ne pas approcher trop près, les boosters. Donc ce qu'on a décidé, c'est de venir poser d'abord en position intermédiaire le corps central sur les chandelles, comme on est en train de le faire et comme il va se passer sur la vidéo d'après, tu peux mettre si tu veux. Et une fois que cette position sera stabilisée, alors on mettra en place les boosters. Donc, faut imaginer qu'ils arriveront. Donc là, vous voyez sur la vidéo d'après, on est en train de faire l'alignement fin des interfaces qui vont venir se poser sur le piquage des chandelles. Et on va pouvoir, et donc c'est grâce à ces morceaux-là, à ces chandelles, qu'on a la reprise d'effort qui est faite sur l'ensemble du cercle autour du corps central. Et après, on va amener les boosters, on va les rapprocher en position finale. Donc ça sera très proche. Et c'est là qu'on va guider le corps central pour le reverticaliser, le remonter un petit peu et le poser sur les crochets qui vont interfacer et venir intégrer les boosters au corps central. Ah, je pense qu'on n'a plus de son. Ah, excuse-moi, j'étais mute. Excuse-moi. Non J'avais. problème. Excusez-moi, le chat est en délire. Oui, j'étais en train de dire, je n'avais pas. J'ai du mal à me représenter ce que sont les supports métalliques qui vont servir en fait au lancement, sur lequel repose le lanceur avant de décoller, tu vois. Je sais pas trop à quoi ça ressemble ces pièces-là. Ouais, en fait, donc tu parles, est-ce que tu parles de ces pièces intermédiaires-là ou est-ce que in fine, il faut que tu imagines qu'il sera, le corps central, il sera interfacé uniquement avec les boosters, en fait. Il n'est pas posé après, Mais il tient comment? avec les boosters. Non, mais et les boosters, ils tiennent comment? Et bien, grâce à leurs interfaces, de pose sur la table. Donc ok, c'est les boosters qui ont une interface avec la table, mais pas le corps central. Exactement, D'accord. Donc en voilà. gros, les boosters, ils ont un rôle structurel de fou, c'est qu'ils doivent tenir le poids du corps central. Ok. Alors, Euh, il y a toute une activité, en fait, qui a été faite pour, garantir, comment je vais dire? La stabilité du lanceur sur son pas de tir. Ça paraît tout bête comme bah ouais, ça, ouais, mais bien en sûr. fait, je crois que tu as compris la complexité du truc. C'est qu'avec 2 boosters, aussi bien qu'avec 4, alors avec 4 tu le comprends bien, avec 2 on peut le comprendre aussi, mais c'est évidemment, oui, Bien c'est sûr, c'est ouais. ça l'enjeu. Ouais. Ouais, ah ouais, c'est complexe. D'accord, ok. Ok, ok, très bien. Très bien, très bien. Et les boosters, ils sont posés comment sur la planche? Enfin, sur la table? Et ben, ça, en fait, je voulais un tout petit peu, on ne voit pas très, très bien sur les vidéos que je vous ai, on le voyait un petit peu avec les supports 165 tonnes sur
une des vidéos précédentes. Faudrait que je revienne avec d'autres vidéos la prochaine fois, qu'on fera les essais, complémentaires parce qu'on va continuer à bosser sur la partie, intégration des boosters et à ce moment-là, je viendrai vous montrer, Ok. des Ah vidéos. bah, ça sera avec plaisir, ouais, carrément. Carrément, Voilà. carrément. Je Pour crois que se j'ai... figurer le truc, il faut vraiment le voir donc c'est beaucoup plus simple après. Ok, bah, écoute, on va passer à la vidéo du lancement, évidemment. Une fois que tout est bien, bien calé, il suffit d'appuyer sur le bouton Go. Oui, c'est ça! Et là, Allumage. c'est la vidéo, 16 du coup, voilà. Ouais. Et décollage d'Ariane 6, voilà. Ah, donc je la mets en même temps. Donc là, en fait, je voulais juste un petit peu vous parler, des risques en vol Ah bah oui, c'est vrai, c'est parce que tout un monde. le travail ne s'arrête pas évidemment à l'intégration au sol, mais en fait, il y a des risques inhérents aux lanceurs en vol et qui peuvent provoquer des dommages au sol. Donc là, vous voyez évidemment la retombée, donc les boosters qui se séparent et la coiffe une fois qu'on est dans le vide. Donc après 130 secondes, on avait eu la séparation des boosters. L'étage principal, Attends, je suis pas a synchronisé, j'arrive. Euh, pardon, non, c'est moi, je suis en retard. L'étage principal qui se sépare. l'étage principal qui se sépare, donc l'étage supérieur, le Vinci, qui continue, qui s'arrête. Voilà, qui commence à faire ses manœuvres pour mettre le premier satellite, sur, l'orbite, sur laquelle il a prévu de le laisser. Le système de séparation des 2 satellites, qui se décroche et puis on fait un réallumage et puis on va positionner, le second satellite, sur l'orbite finale, sur l'orbite visée et donc là, on fait une manœuvre pour le positionner. Voilà. Et donc, ce qu'on fait après, c'est donc en gros, on va consommer tout ce qui ne sert plus à l'intérieur de l'étage et on va faire une manœuvre de désorbitation. Ça, c'est la dernière D'accord. chose qu'on ne voit pas forcément, mais en fait, qui est l'avenir de cet étage en orbite. Et ben, cet avenir, c'est euh, c'est de redescendre, C'est de redescendre, c'est de piquer une tête. c'est piquer une tête. Donc, il faut imaginer qu'en fait, juste pour la petite histoire, pour la gestion des risques, ce qu'on veut pouvoir faire, c'est utiliser ce qu'on appelle des fonctions sauvegarde, qui sont la localisation du lanceur en tout moment, à tout moment de son vol, la télémétrie qui est la redescente des informations du lanceur, des données du lanceur en temps réel, sur toute la durée du vol d'ailleurs. Et puis la troisième fonction qui est vraiment super dimensionnante, ben, ça va être la neutralisation. Le système de neutralisation, il ne faut pas oublier que si dans les premières étapes du lancement, quand il est encore au-dessus des terres potentiellement, ou en tout cas qui peut générer des trajectoires qui pourraient avoir des retombées sur les populations, on a la capacité par le sol de le neutraliser s'il devenait dangereux. Donc dans tous les cas, un lanceur pourra par sécurité être neutralisé si, s'il devient dangereux pour les populations. Donc c'est pour ça que la trajectoire est super importante, la capacité, de suivre le lanceur aussi et donc de savoir s'il est en train de diverger de son couloir de vol et de combien et donc de décider donc là, il y a des gens, des entités sauvegarde qui sont, dans une pièce, pour le vol et qui sont d'ailleurs à 2 sur des consoles et qui décident si le lanceur est dans la bonne trajectoire et s'il commence à diverger, c'est des réactions, très, très rapides. Donc il y a des protocoles qui sont mis en place, des entraînements dont le nombre de sessions, tend vers l'infini. Ouais.
qui permet en fait de traiter tous les cas possibles de divergence du lanceur, que ce soit des divergences rapides ou lentes, pour pouvoir s'assurer qu'on n'autorise pas un lanceur dangereux à continuer sur sa trajectoire. Et donc, pour chaque trajectoire, définir un moment où on va demander la détonation du lanceur en vol, Ouais, possiblement. le temps au plus tard où on peut intervenir depuis le sol. Exactement. Le Et geek nous c'est dit, celle qui avait dérivé de 20 degrés vers le sud s'était passée pas loin d'appuyer sur l'autodestruction. exact. C'est fou. Ok. Et oui. Et donc il y a Euh, des gens au sol qui prennent soin de mettre en œuvre aussi, ces procédures de sécurité, en appuyant sur le bouton rouge si c'est nécessaire. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer que de bout en bout, il y a vraiment, une cohésion, forte et intégrée de la sécurité, de tous les dommages que peut générer un lanceur, que ce soit au sol ou pendant ses opérations au sol ou pendant sa phase, en vol. Voilà. Bien sûr. Ah non, mais alors là, c'est passionnant. On a couvert tous les sujets. C'est fou. On a fait le tour. On est allé jusqu'à la protection des populations, les risques liés pendant le lancement. On a tout vu. J'espère que ça vous a donné dans le chat une meilleure idée de ce à quoi allaient ressembler les premières opérations d'Ariane 6 Mmh. l'année prochaine ou dans 2 ans. Je ne sais pas trop quand est-ce que ça va avoir lieu. Euh, Ah bah, là, ça y est, maintenant on commence à avoir, des opérations, tu vois déjà qui sont à Kourou, il y a eu des essais la semaine dernière, ouais, sur le ouais. PC-1. Là, tu as des intégrations qui sont faites, donc Ça il y a les prend moyens forme. qui terminent et donc en fait, dans les prochains mois, on va vraiment pouvoir commencer, les essais combinés à Kourou et c'est là que les équipes vont commencer à se regrouper là-bas, à mettre en œuvre toutes les procédures et puis là, avec le vrai Hmm. lanceur, ouais. Mmh. Toi, tu vas du coup aller sur place régulièrement à partir de cette Oui, année? oui, tout à fait. Ben, j'y vais de temps en temps déjà, pour mes activités au quotidien et puis, là, ça va être, oui, ça va être de plus en plus intensif effectivement, ouais et j'ai hâte, j'ai hâte. Ça va être trop bien. Trop trop Mmh. bien. En tout cas, Aline, j'espère que ça t'a plu. J'espère que tu t'es sentie à l'aise dans l'émission. Oui, merci beaucoup, c'était super agréable de passer ce moment avec tout le monde. Voilà, j'espère que ça vous a plu aussi. Bah écoute, moi ça m'a plu énormément, j'ai appris beaucoup de choses, encore une fois, comme à chaque fois. On a peut-être le temps pour quelques questions de fin, si jamais j'ai pas lu votre question, ou si vous voulez la reposer, ou si vous avez d'autres questions, on a quelques secondes, et en attendant, vous pouvez dire merci à Aline dans le chat, je vais voir des pluies de messages. Renoub, une question. Désolé si cela a déjà été abordé en début de stream. Est-ce que pourrais-tu rappeler un mot sur l'organisation industrielle et de la relation ESA-CNES-Ariane Group? Bien sûr, pas de souci, je peux répéter et puis en même temps c'est pas, super évident donc autant que besoin, je peux le répéter. Donc dans l'organisation industrielle, pour Ariane 6, donc on a Ariane Group qui fait, les modules du lanceur, donc tous les équipements qui sont à l'intérieur, que ça soit des vannes, des lignes, les moteurs, l'avionique du lanceur, voilà, toute la partie qui est à l'intérieur du lanceur, les modules, c'est Ariane Group. Le CNES fait ce qu'on appelle la base de lancement. La base de lancement, c'est-à-dire les bâtiments que tu vois à Kourou, donc le bâtiment d'assemblage du corps central, le mobile gantry. Tu as le stockage hein, de l'hydrogène et de l'oxygène. Tu as les mâts foudres, donc toute la base de lancement, la table, les carnaux. Donc on va dire, les bâtiments et tous les outillages, qui Mhm. permettent de transporter, les modules du lanceur d'un bâtiment à l'autre, les ponts roulants, les palonniers, voilà tout ce qu'on a vu et puis, donc l'ESA, donc l'équipe Launch System Architect dans laquelle moi je fais partie. Donc on travaille donc évidemment sur la cohérence système, puisque vous vous êtes rendu compte il y avait pas mal de choses à gérer en termes de projet. Mais on fait aussi, en termes d'ingénierie, des interfaces sol-bord, c'est-à-dire, le plan d'opération, avec les contraintes de sécurité associées, pour pouvoir,
transférer chaque module du lanceur en partant de son container jusqu'à sa position finale sur le pas de tir. L'intégration de la charge utile évidemment, et puis toutes les interfaces fluides pour remplir et vidanger le lanceur. Les interfaces mécaniques, donc ça on l'a vu vraiment, les calculs, les simulations, tout ce qui est dimensionnement pour pouvoir intégrer au mieux dans une séquence qui est la plus optimisée pour avoir un lanceur intégré sur son pas de tir et stable. Et puis la gestion du vent, la gestion de la foudre, Mm. donc ça c'est aussi du launch system. Voilà, et donc je pense qu'on a à peu près couvert tous les sujets, et donc après, une fois qu'on a fini la phase au sol, évidemment, on considère aussi toute la partie en vol. Voilà, même si c'est quand même très, très lanceur, donc on a une partie pour tout ce qui est, on va dire, le logiciel de bord pour la trajecto qui est Ariane Group. Et puis, par contre, toute la partie interface sol-bord pour la neutralisation depuis le sol. Voilà, donc ça, c'est la partie launch system. Donc, tu as la partie launch system donc, qui est fait par l'ESA, le lanceur qui est Ariane Group, et les bâtiments et les servitudes de la base de lancement qui sont Le CNES. CNES. Super. Si vous voulez d'autres détails là-dessus sur la base de lancement du CNES, d'ailleurs, allez voir l'émission de la semaine dernière avec Mathilda. C'était Mhm. top. Deux dernières questions. Une question d'exanguination au sujet, tu disais, le second étage a la possibilité de se désorbiter. Est-ce qu'on peut envisager la possibilité qu'il serve de désorbiteur à un satellite vieux, enfin un satellite inactif, pour faire Alors, d'une pierre deux coups? on pourrait l'envisager, c'est pas la référence aujourd'hui, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on emmène suffisamment d'ergols pour mettre les 2 satellites en orbite et réallumer, ben, autant de fois que c'est nécessaire pour aller le mettre en orbite. Donc on a des phases balistiques entre les rallumages. Ce qu'on veut pas, c'est avoir trop d'ergols, puisque sinon, ben, ça pénalise la performance et la capacité de la charge utile que tu emmènes, parce que, ben, là, chaque kilo d'ergols en plus se Ah oui, répercute c'est sur ça. des kilos en moins. Mm. Donc en fait, ce que tu essayes de prendre, c'est une sorte de marge de sécurité pour les aléas en vol. Donc on a toute une étude sur les 4 pannes en orbite qui font qu'on peut dépenser plus d'ergols, Ok, mais on essaye de prendre juste ce qu'il faut pour couvrir, on va dire, le maximum de 4 pannes de façon voilà, le plus efficace possible, mais on ne mm. prend pas beaucoup plus d'ergols. Très bien. Euh, voilà, donc du coup, c'est pas vraiment fait pour aller après se balader Et et se ramener des trucs. positionner pour ramener Ouais. un autre. Mais on pourrait le penser différemment. Je pense que c'est pas l'objectif Ouais, bien principal. sûr. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, exanguination, c'est que pour que ça soit vendu comme un service à un client, il faut ramener un ergol au plus parce qu'on peut pas. En fait, l'étage supérieur, il est designé avec assez d'ergols pour se ramener lui-même, mais pas un satellite avec lui. Ça marche pas comme ça. S'il voulait ramener un satellite, il faudrait qu'il emmène plus d'ergols et donc, ce serait plus d'emport. Mais comme il le dit, ça pourrait aussi être vendu comme un service à un client, par exemple. Mais bon. C'est des débats, en tout cas ça peut être des perspectives d'avenir. Deuxième Ouais. question pour toi, Aline. Il y en a d'autres qui continuent d'arriver. Il y a un mot sur l'annonce qui avait été faite au sujet d'un bateau, un voilier, qui pouvait faire les transatlantiques pour transporter Ariane 6, je crois, ou des pièces. Mhm. Canopée, il paraît. Est-ce que tu as eu vent de ce projet? Oui, ben, effectivement, c'est d'ailleurs, je pense l'avoir vu finalisé maintenant. Ok, Donc c'est la réalité, effectivement. C'est comme ça que sera, donc avec ce bateau, enfin, c'est assez massif, hein. ouais. C'est un gros bâtiment sur l'eau, qui va effectivement transporter, par bateau, les modules, depuis l'Europe, jusqu'à Kourou, effectivement. Oui, donc c'est une réalité. Ok, super.
Une question d'un passionné de moto. Science School. Une Mhm. question spéciale pour revenir sur nos passions communes. Est-ce que le spatial a déjà eu des retombées dans le monde de la moto? J'ai déjà cherché, j'ai jamais trouvé. Donc si quelqu'un a déjà entendu parler d'un truc du genre. Je réfléchissais sur, les les, mmh, les matériaux. Je pense qu'il y a pas de lien direct. Par contre, typiquement, les matériaux qui sont utilisés quand tu mets ta dorsale, pour protéger, bah, le les cervicales, et le dos, en général, Ouais. la colonne vertébrale, le système de, d'amortissement des chocs, il me semble qu'il avait été, emmené plusieurs fois dans les stations, et testé en orbite. Ok. Heu, je crois me rappeler, d'avoir vu, ça quelque part. Et puis, c'est pas exactement la même chose, mais il y a, des matériaux, régénératifs, qui avaient été, testés aussi, qui ont vocation à être testés dans la station, et qui pourraient être aussi le futur des matériaux, qui gèrent mieux l'abrasion que le cuir, ce qui est déjà, très, très bien. Mhm. Et je sais qu'il y avait des études aussi, comme ça qui étaient prévues pour aller les tester en orbite. Donc je sais pas si in fine, ça a déjà été le cas. J'avais vu passer ce genre de choses et je m'étais dit que peut-être un jour, après tout, tu as une sorte de petite combinaison, sur ta moto, et je serais pas étonnée que ça serve aussi, pour les mêmes besoins, quand tu es en EVA, à l'extérieur de ton Ouais, vaisseau, et que ouais. tu peux absolument pas, accepter d'avoir un matériau, qui te met la peau, sous l'environnement du vide. Donc j'avais vu plusieurs articles là-dessus, donc je sais pas exactement s'il y a eu, des rapports, avec, avec vraiment des choses concrètes, hein, qui sont redescendues de ça, mais j'ai vu plusieurs fois effectivement des questions et des analyses qui avaient été faites et qui avaient été discutées, donc ça serait intéressant de regarder pour la prochaine fois justement, si on trouve quelque chose. Mmh. Bah, on vient de nous partager dans le chat, Babas qui nous a partagé un lien de l'ESA qui s'appelle Space Technology Motorbike Jacket. Donc une veste pour les motos. Mais Mmh. apparemment, c'est pas lié à ce que tu disais sur le fait de l'amortissement ou quoi. C'est plus qu'elle est Mmh. faite d'une couche extérieure de nylon euh, qui est waterproof et windproof, Ouais. fibre haute résistance, complètement résistance aux déchirures. Ah oui, Euh, ouais. Inspiré pour les technologies de gestion de température du corps, des systèmes pour les astronautes. Ok, c'est Mmh. intéressant. Je connaissais pas. Ouais, bah, c'est un peu la même discussion, qu'on avait sur les matériaux résistants, Ah, c'est effectivement. Renoub, pardon. C'est Renoub qui nous a partagé le lien, désolé. Euh, Merci pour le lien. Question d'Alexandre sur la réutilisation. Mmh. On sait que Ariane 6 n'est pas réutilisable, voilà. Mais Ouais. est-ce que c'est envisagé, par exemple, de réutiliser des coiffes ou tu vois des éléments comme ça? Alors, ben, pour l'instant, c'est sur quoi on travaille, donc je pourrais pas, répondre à cette question, précisément. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que sur la réusabilité, ce qu'on met en place aujourd'hui dans les futurs projets, c'est, Prométhée, et Hmm. Thémis. Ouais. Après, ce qu'ils vont développer, ce sur quoi, ils vont pour l'instant, c'est plutôt un étage, avec sa propre motorisation. C'est plutôt un étage autonome, avec son prototype, et puis par la suite, un moteur réutilisable.
avec un étage réutilisable. Donc, on va voir ce que ça donne, mais on peut imaginer dans les futurs incréments de développement des nouvelles techno qu'on Hmm. réfléchisse à ça. On réfléchit à des étages supérieurs plus légers dans les nouvelles techno. D'accord. Donc, tu peux imaginer aussi que, évidemment, la coiffe y contribue. Et puis là, on revient en fait aux discussions qu'on avait tout à l'heure sur le fait que, quand tu sauves 1 kilo, de ta structure, propulsive de ton lanceur, tu la gagnes, sur la charge Sur la utile du charge utile, tout à fait, exact. voilà. Bah, très bien. Eh ben écoute, je pense qu'on va conclure là-dessus. Je ne vais pas te retenir plus longtemps. On a déjà beaucoup étendu cette capsule. En tout cas, je voulais te remercier encore une fois vraiment beaucoup, Aline, d'être venue. C'était un plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Et puis, Merci. à l'occasion, hein, si tu as des nouvelles avancées, peut-être qu'on fera une capsule spéciale décollage Ariane 6 pour le premier décollage. Tu vois, on pourrait organiser des choses comme ça. Ben, écoute, sans problème, je pense qu'il y a beaucoup de choses, qui vont se passer d'ici là, donc vous pouvez aussi, rester connectés sur, sur la chaîne Ariane 6, donc Mm. de l'ESA, donc vous avez, esa.int/sts, donc ça c'est le site internet, mais sinon vous avez sigle Ariane 6 sur Twitter et sur Insta. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser sur les réseaux sociaux Tout à fait. d'Ariane. Je, Euh, je on a viens de des me, collègues de la com qui répondent assez souvent, donc il faut en profiter. je viens de me rendre compte que j'ai complètement zappé le fait que tu voulais parler un peu des associations sur lesquelles tu bossais également. Est-ce que tu veux en dire un mot rapidement et au Ouais, pire, on renverra les gens vers les réseaux sociaux et tout on à pourra... fait, ouais, je peux juste vous donner, en 2 mots, d'ailleurs il y avait les petites adresses d'Ariane 6. Je voulais juste, vous rappeler dans les engagements associatifs, il y a vraiment plein de trucs sympas que vous pouvez faire, si vous êtes intéressé par le spatial. Moi, je vous propose celle que je connais le mieux, dont je fais partie et dont je suis évidemment la première fan. Donc, l'asso, Planète Mars dans laquelle je bosse depuis, plusieurs années maintenant et qui promue, le développement des technologies qui permettent, à l'homme d'explorer la planète rouge. Donc il y a plein d'articles de recherche, il y a plein de projets étudiants qui sont faits, et pour lequel on a des experts à l'asso qui coachent, des écoles, des groupes étudiants. Et puis, aussi qui sponsorise, MDRS, donc par exemple Supaéro, a une équipe qu'ils envoient, à MDRS et donc régulièrement on sponsorise, on fait, des articles, pour, présenter leurs expériences, là où ils en sont, leurs rapports et cetera. Donc ça peut être très sympa d'avoir des initiatives comme ça et puis de venir un peu les développer, dans des assos de ce type. Juste pour la petite histoire, en fait, l'asso Planète Mars, c'est, la filière française de la Mars Society et Ouais. c'est la Mars Society qui a fabriqué MDRS et donc c'est pour ça qu'il y a ce lien, entre les deux, qui est un lien, fort et qui fait qu'on a accès, à MDRS aussi, via l'APN. Après, je voulais juste vous parler, du Forum spatial autrichien, l'EVF qui est en bas à gauche. J'ai eu l'occasion, de bosser avec eux là depuis quelques années et de faire des simulations martiennes, où j'ai participé, dans le désert de Oman pendant 5 semaines, à faire des simulations et des expériences, qui sont tournées sur l'utilisation en fait d'une combinaison, qui a fait l'objet de plusieurs brevets et pour lesquels en fait, l'objectif est de venir tester cette combinaison dans un environnement représentatif de Mars, donc toutes les problématiques d'utilisation de cette combinaison pour opérer, pour réparer, pour Mm. simuler, voilà tout. Si les gens veulent chercher, en fait, c'est les missions qu'on appelle analogues.
mission analogue. Là, si vous cherchez ça, en fait, vous pouvez trouver plein de choses et que vous soyez étudiant ou non, vous pouvez vous-même aller faire une expérience analogue et faire comme si, une simulation, comme si vous étiez sur Mars ou sur la Lune en tant qu'astronaute. Donc Mhm. ça existe, faites-le et il y en a de plus ou moins reculés, il y en a à Hawaï, il y en a qui sont plus ou moins longues, il y en a de 2 semaines, il y en a de 6 mois, il y en a il y a même des zones où on peut même pas aller vous chercher si vous avez un problème comme en Antarctique, donc bonne chance, mais c'est possible en tout cas, c'est tout ce qui est mission analogue, c'est passionnant et honnêtement ça mériterait une capsule dédiée aussi, hein. En vrai il y a beaucoup de Oui, choses à dire. oui, oui et il y a beaucoup à dire donc voilà, donc si vous êtes passionné par l'exploration, vous pouvez aussi, approcher toutes ces assos, vous allez vous régaler, ils ont plein de projets sympas. La deuxième en bas, à partir de la gauche, c'est, le SGSC, donc le Space Generation Advisory Council. Donc là, c'est, juste, le logo, de ce qu'on a fait il y a 2 semaines, l'événement Giant Leap. Donc, pareil, c'est, des événements qui sont organisés, qui ont des thématiques un peu précises. Là, c'était la diversité de genre, hein, qui était à l'honneur, donc, on discutait, les biais, de diversité et comment moi, en particulier, j'étais dans un groupe où on présentait avec le MEDES des, des expériences qu'on pourrait mener, en fait, et qui vont se répercuter, sur une mission MDRS, l'année prochaine, pour pouvoir, en fait, élargir, les critères de sélection, des astronautes, en prenant en compte, en fait, les caractéristiques et oui, les caractéristiques, physiologiques et psychologiques, féminines. Mhm. Donc en partant du principe qu'il y a rien qui empêche, quel que soit le genre, homme-femme, d'être sur une mission et d'être sélectionné pour une mission. Par contre, peut-être qu'on n'a pas suffisamment collecté de data jusqu'à présent pour pouvoir avoir un range suffisamment intéressant qui couvre l'ensemble des personnes. Donc, l'idée, c'était de proposer en fait, des analyses, des procédures à développer sur le terrain, de façon à collecter toutes ces données qui nous manquent et après à les remettre en forme, de façon à, voilà, élargir à terme, les critères, surtout au côté physiologique où là, il manque énormément de data, Mm. côté, les effets, de la microgravité, sur le corps féminin. Voilà, donc on Exact. a discuté de plein de choses comme ça. C'est des événements sur lesquels, évidemment, tout le monde peut venir. C'est Heu, ouvert vraiment à tous les SGAC, donc Space Generation Advisory Council, est ouvert. C'est gratuit, hein, vous pouvez rentrer dans l'assaut comme vous voulez. Juste, vous avez juste à vous créer un compte sur le site internet et hop, vous faites partie de l'assaut. Et ça ouais. donne accès à plein d'événements partout dans le monde. Il y a plus de 14 000 membres et c'est dédié à ceux qui s'intéressent ou aiment le spatial entre 18 et 35 ans. Donc en gros, Et c'est que des jeunes. Donc c'est trop bien, c'est super cool. ouais et puis ça foisonne d'idées, c'est vraiment au top. Ouais. Donc je ne saurais trop vous le recommander, en dessous de 35 ans pour être, faire partie des jeunes professionnels, voilà, qui proposent des idées et puis, au-dessus de 35 ans, vous pouvez faire comme moi et puis Mm. après, aller, aller proposer, ce que vous avez fait, ce que vous connaissez, ce pourquoi vous êtes bon et vous allez vous aussi, aider les plus jeunes et leur rendre en fait ce qu'ils vous ont donné, ce qu'on vous a donné, quelques années auparavant. Exactement. Voilà et puis, pour finir avec le Moon Village Association, donc là, c'est une assoce pour laquelle je bosse côté, pôle, éducation, ce qu'on appelle Education and Outreach. Donc c'est en fait tout ce qui est, faire des études, proposer des conférences, parler d'exploration, lunaire, mais comment on implémente vraiment le Moon Village et puis, essayer d'aller dans les écoles, de s'adresser vraiment au grand public en général et à essayer de monter des projets, pour mettre en avant ce qui est fait, dans l'exploration lunaire. Très bien. Voilà.
là, c'est aussi super intéressant. Si vous avez envie de vous impliquer là-dessus, ben, allez faire un saut, sur le site. Et puis je ne peux pas ne pas finir sans Women in Aerospace. Hem, c'est, déjà à la base, fait par, Claudia Kessler qui était, mon ancienne, CEO chez HE Space. C'est un ensemble de femmes, juste, terribles, incroyables et super douées, super intelligentes que j'aime beaucoup et qui font un travail de dingue. Et ça fait du bien, aussi bien pour, les femmes que pour les hommes, de regarder en fait avec une vision élargie, comment on fait en sorte d'avoir une intégrité, dans la profession, en général, de la gente féminine. Donc ça fait toujours du bien, de discuter, d'aller à des événements qu'ils organisent. Hmm. Et puis, je pense pour les jeunes filles aussi, d'avoir, accès à des personnes qui ont envie de vous parler, qui ont envie de vous présenter leur vie, qui ont Hmm. envie de vous donner leurs clés. Et surtout qui Heu, te ressemblent en fait, hein. Souvent des femmes dans des milieux où il n'y a pas beaucoup de femmes, donc enfin voilà, qui ont c'est ça. vécu des choses, des expériences que tu peux partager aussi, te sentir Ouais. moins toute seule, quoi. Euh, Ouais, tout à fait, et qui sont passées, voilà, qui ont développé quelques clés, et qui veulent les partager, qui sont là pour ça. Donc voilà, pensez-y, ça vaut le coup aussi. hmm. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup Aline, on a fait le tour. C'était encore une fois super. On va se quitter là. J'espère qu'on aura de tes nouvelles bientôt, des nouvelles d'Ariane 6 encore bientôt, encore plus intéressant pour voir les avancées de ce magnifique lanceur. Merci énormément d'être venu dans la capsule. Je vais raccrocher la conversation Skype et puis je vais y rester un petit peu avec le chat pour discuter et finir le live. Tout le monde te remercie. Je sais pas si tu vois les messages du chat, mais tout le monde. Oui, je vois, merci beaucoup, ça m'a fait super plaisir. Merci, merci. C'est trop bien. Merci d'être venu. Et puis, bah, écoute, à très bientôt, Aline. Et voilà. Merci encore. Merci beaucoup, bonne soirée, bonne Bonne nuit. soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Voilà, mesdames et messieurs. Incroyable. Fouh, il y avait des choses à dire ce soir, hein, dis donc. C'était une super émission encore une fois. Désolé, on a débordé de carrément 1 heure, mais je pense que vous ne m'en tiendrez pas à rigueur, le vrai William qui écrit tout simplement «J'ai kiffé». Eh bien, moi aussi, et merci beaucoup. Bienvenue Audrey Arty. Alors ça, moi, c'est mon petit plaisir de fin de live. Lire les pseudos qui n'écrivent pas un message, mais qui sont restés de A à Z et qui envoient un petit merci à la fin. J'adore vous lire. Pour toutes celles et ceux qui n'ont rien écrit dans le chat, c'est le moment. C'est le moment. Je veux savoir, manifestez-vous, montrez que vous existez. Vous êtes sûrement, bien sûr, impressionné par les gens qui prennent la parole dans ce chat de qualité. Vous vous dites, mais je ne le connais pas, je ne connais personne, qui suis-je? Eh bien, c'est le moment. Juste bonjour, bonsoir, et on va vous accueillir à bras ouverts, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions dans le chat. Oh, je vais couper la vidéo YouTube, incroyable. Au revoir YouTube, salut.